Et on va prendre tout de suite la direction des États-Unis. Bonsoir Elisabeth Guedel, vous êtes notre correspondante à New York. C'est un peu la stupéfaction, on imagine, dans le pays après cette entrevue plus que mouvementée, on l'a vu à la Maison-Blanche. Oui, les Américains restent sous le choc d'avoir vu en direct leur président et l'un de ses homologues étrangers échanger aussi violemment dans le bureau ovale. Jamais, personnellement, je n'avais vu ça. Les diplomates estiment que c'est normal qu'il y ait des tensions parfois dans les discussions bilatérales, mais ce qui n'est pas normal, c'est que ça se passe devant les caméras. Donald Trump aurait pu faire sortir les médias à tout moment. Selon la presse américaine, le clash entre les deux présidents, eh bien, ça pourrait inciter le président russe Vladimir Poutine à intensifier les combats en Ukraine, prendre plus que les 20% que ce que la Russie détient de territoire ukrainien. Et c'est ça, évidemment, que Moscou a retenu. Cette petite phrase de Donald Trump qui a dit, je cite, que l'Ukraine devrait se battre sans l'aide des États-Unis si Kiev n'acceptait pas tout de suite le cessez-le-feu. Côté politique, évidemment, la droite américaine blâme Volodymyr Zelensky, comme le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio demande des excuses de sa part, alors que à gauche, la gauche américaine dénonce et vent debout pour dénoncer cette séquence d'humiliation infligée au président ukrainien. C'est ce qui revient beaucoup dans la presse de gauche. Mais ce qui inquiète profondément les Américains, en fait, c'est la réorientation de la politique étrangère des États-Unis par Donald Trump, qui semble éloigner le pays de ses alliés traditionnels, l'Ukraine et l'Europe, et se rapproche de la Russie. Et restez avec nous, Elisabeth Guedel, je reviens vers vous. Dans un instant, on va aller voir maintenant en Ukraine comment cette séquence a été accueillie. Vous allez le voir, c'est un peu la stupéfaction et l'inquiétude dans le pays. Les précisions de notre correspondante à Kiev, Maureen Mercier. C'est plus de l'angoisse que les Ukrainiens vivent là maintenant, c'est vraiment plus que ça. Leur allié principal se retourne contre le pays. Les mots qu'a prononcés Donald Trump, ici tout le monde le dit, Vladimir Poutine, l'envahisseur, n'aurait pas osé les rêver. Il le rappelle, ils souhaitent la paix plus que personne parce que ce sont eux qui la subissent, cette guerre. Mais il le rappelle, ils ne peuvent pas se contenter d'un bout de papier qui ne sera pas respecté. Cette guerre n'a pas démarré il y a 3 ans, cette guerre, elle a démarré il y a plus de 10 ans. J'ai encore ces mots d'un soldat, je reviens du front sud. Ce soldat me dit, du haut de ses 40 ans, la paix s'éloigne chaque jour qui passe. La paix, je ne la verrai pas. J'espère, en restant positif, que mon enfant la verra. Son enfant vient de naître. Imaginez, c'est un nouveau-né. Ça résume vraiment le sentiment général. Les Ukrainiens n'osent même plus rêver à une paix prochaine désormais. Voilà pour le sentiment en Ukraine. Dans un instant, nous irons en Russie retrouver notre correspondant Julian Colling. Mais avant cela, bonsoir Richard Verly. Bonsoir. Je voulais que l'on analyse ensemble cette séquence qui est déjà qualifiée, on le disait, d'historique. Est-ce que l'on pouvait imaginer que cela se passerait comme ça dans le bureau ovale? Oui, comme l'a dit votre correspondante aux États-Unis, on pouvait imaginer que ça se passerait pas bien, mais pas devant les caméras. C'est au fond ça, la grande différence, c'est que Donald Trump a donné cette rupture en spectacle au monde entier et donc à Vladimir Poutine, à commencer par lui. Et ça, en soi, ça change tout, parce que le rapport de force diplomatique, il est désormais dans les mains, en quelque sorte, de Vladimir Poutine. Vous avez remarqué que Trump commence à monter le ton quand Zelensky critique Poutine. Ça veut dire en clair, on ne critique pas Poutine dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, ce qui est quand même un comble. Et le deuxième élément qu'on n'a pas souligné, c'est que Donald Trump, il fait tout ça au nom de la paix. C'est là où tout est renversé. C'est-à-dire que lui, sa brutalité, il dit « je suis comme ça au nom de la paix ». Sous-entendu, vous, Zelensky, alors que l'Ukraine est agressée, vous, les Européens, vous êtes des faiseurs de guerre. Et c'est cette donne politique qu'il va falloir maintenant complètement changer. Je voulais vous faire réagir, Richard, à une déclaration du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui est tombée ce samedi. Il demande à Volodymyr Zelensky de réparer sa relation avec Donald Trump. C'est assez étonnant, cette sortie du secrétaire général de l'OTAN. Il est coincé. Mark Rutte, vous imaginez, il est à la tête nominalement secrétaire général de l'Alliance Atlantique, mais le vrai patron, c'est Donald Trump. C'est une alliance qui n'a toujours tenu que grâce à la protection américaine. Que peut-il faire? Alors, c'est sans doute de sa part une forme de lucidité. Il est vrai
il est vrai, reconnaissons-le, que l'intérêt de l'Ukraine et l'intérêt de l'Europe, c'est de réparer cette relation. Mais toute la question, c'est à quel prix? Est-ce que le prix, c'est d'aller s'agenouiller devant Donald Trump, de lui faire des excuses publiques? Qu'est-ce que peut faire aujourd'hui Volodymyr Zelensky, dont on a compris clairement que pour Donald Trump, il est non seulement un vassal, mais il est quelqu'un, pardonnez-moi, qui doit évacuer le terrain, parce que moi, ce que j'ai vu, c'est un président américain qui ne veut pas négocier avec ce président ukrainien-là. Et on va retourner, Richard, voir Elisabeth Guedel à New York. Elisabeth Guedel, est-ce qu'il est prévu que Donald Trump rencontre de nouveau Volodymyr Zelensky? Quelles sont vos informations à ce sujet? Pour le moment, ça paraît précoce. On sait qu'avant de quitter la Maison-Blanche, les conseillers de Volodymyr Zelensky avaient proposé une ultime rencontre pour essayer d'apaiser la situation, mais que du côté américain, ça a été refusé. Aujourd'hui, comme hier, Volodymyr Zelensky fait des gestes d'apaisement. Il a remercié encore les États-Unis. Il a dit que la relation entre l'Ukraine et les États-Unis, bien, ça dépassait la simple relation, les simples tensions entre deux hommes, entre lui et Donald Trump. Donc pour le moment, c'est sûrement prématuré. On sait que Donald Trump, dans son message, a dit que Volodymyr Zelensky pourrait revenir quand il serait prêt à faire la paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour le moment, c'est vraiment en suspens. Merci beaucoup, Elisabeth Guedel. Depuis New York aux États-Unis, de New York, on va aller à Moscou, en Russie. Retrouver cette fois-ci notre correspondant, Julian Colling. Bonsoir, Julian. Comment cette altercation a été perçue dans le pays, notamment du côté du Kremlin? Et puis également, quelles conséquences cet incident peut-il avoir sur la suite des négociations entre Moscou et Washington? Alors, concernant le Kremlin, il n'y a pas encore de réaction officielle. Ni Poutine ni son porte-parole Peskov ont commenté l'incident. Mais on a senti hier soir, en fait, ici également, de la sidération dans un premier temps, sur les médias russes notamment. Les gens étaient assez surpris de voir la brutalité avec laquelle les échanges se poursuivaient, notamment la brutalité avec laquelle Donald Trump a vilipendé Volodymyr Zelensky. Mais ça a ensuite laissé place à, bien sûr, des membres de l'élite russe, notamment au niveau politique, qui se frottaient un peu les mains, bien sûr, de manière assez prévisible. Notamment, on peut citer la réaction de Maria Zakharova, la porte-parole de la diplomatie russe, qui a félicité, je cite, Trump d'avoir remis à sa place, entre guillemets, Volodymyr Zelensky, et d'avoir également salué le self-control, je cite, de J.D. Vance et de Trump, de n'avoir pas mis leur poing dans la figure, carrément, de Volodymyr Zelensky. Zelensky qui est vraiment accusé ici d'avoir commencé à envenimer la situation hier soir, notamment par son impétuosité, je cite. Et donc voilà, encore une fois, ceci est du grain à moudre pour Moscou. Pourquoi? Eh bien parce que le message, le narratif de Moscou depuis déjà longtemps, depuis quelques mois, c'est notamment porté par Vladimir Poutine, c'est de dire que Zelensky en fait est un président illégitime et qui ne sait pas se contrôler, qui est déraisonnable, qui n'est pas tout simplement pas fait pour cette position, en fait, pour une position aussi importante. Et donc les médias russes et les commentateurs pro-Kremlin ici, eh bien disent que l'incident d'hier, en mondovision devant tout le monde, a en quelque sorte validé ce procès en illégitimité et montré que Zelensky était un président pas sérieux, encore une fois pas fiable, pas raisonnable pour mener des négociations par la suite. Quelle suite pour la Russie et Washington? Eh bien, c'est difficile à dire car soit le divorce réellement entre Trump et Zelensky est vraiment consommé et les États-Unis, par exemple, abandonnent l'Ukraine militairement et la Russie pourra alors progresser et peut-être atteindre tous ses buts maximalistes en Ukraine, soit les discussions également se durcissent entre Moscou et Washington, car on sait qu'il y a beaucoup quand même de bisbilles et de points sur lesquels ils sont pas d'accord pour la suite. Mais l'avis des experts ici, c'est de dire qu'il faut attendre de voir en fait comment ça va se développer et si la relation entre Kiev et Washington est vraiment rompue pour de bon ou si ça va se réparer. Merci beaucoup, Julian Colling. Depuis Moscou, Richard Verly, la Russie, elle peut bomber le torse après cet épisode. C'est elle, la grande gagnante également, avec ce coup de billard à 3 bandes. Oui, mais à mon avis, Vladimir Poutine ne va pas le faire. Parce que justement, s'il ne fait rien, s'il apparaît comme le président calme, le président pragmatique, il empoche tout, il gagne tout, Vladimir Poutine. Il apparaît comme un partenaire pour la paix de Donald Trump, alors que c'est lui l'agresseur. Donc il n'a pas intérêt à reprendre les combats. De toute manière, ces combats ne lui permettraient pas d'avoir de telles avancées que ça serait un résultat très important. Il a intérêt, effectivement, à apparaître comme quelqu'un de calme, comme quelqu'un qui attend l'offre de paix des Ukrainiens. Et comme les Ukrainiens, c'est le sous-titre, ne sont pas capables de faire la paix, eh bien on va se tourner vers Donald Trump, qui est le seul homme capable de la faire. C'est donc bien ce que veulent ces deux hommes, se retrouver et discuter ensemble du sort de l'Ukraine, sans consulter ni les Ukrainiens, ni leur président.
Et quel est le rôle de l'Union européenne alors dans tout ça? Parce que Volodymyr Zelensky, il est actuellement reçu à Londres pour des discussions avec le Premier ministre Keir Starmer. Demain, il devrait rencontrer une quinzaine de chefs d'État ou de représentants des pays de l'UE. Quel va être le rôle de l'UE? On va faire très simple. Si les Européens, et pas seulement l'Union européenne, puisque le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne, si les Européens veulent jouer un rôle, c'est demain. C'est demain qu'ils doivent venir avec un plan. Et pas seulement des mots, pas seulement un communiqué. Ils doivent venir avec un plan au moins sous 2 dimensions. Une dimension militaire. Que peuvent-ils faire en termes d'approvisionnement militaire? Parce qu'on peut craindre que les États-Unis coupent leur aide militaire, éventuellement ce fameux positionnement futur de troupes pour garantir un possible cessez-le-feu, et surtout financièrement, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire maintenant? Parce que là aussi, il y a le risque que les États-Unis coupent le robinet financier. Ça se joue demain, il y aura un sommet aussi le 6 mars, mais si demain ça se conclut par un communiqué en disant « attendons-nous de nous retrouver à 27 », c'est-à-dire avec M. Orban qui est pro-Poutine et qui félicite Donald Trump, ça ne marchera pas. Donc les 48 heures qui viennent vont être décisives. Et selon vous, Richard Verly, est-ce qu'il va y avoir des conséquences sur le terrain, sur le front de la guerre, dans ces prochains jours, ces prochaines semaines? On imagine que le moral des soldats ukrainiens est peut-être au plus bas actuellement. Oui et non. Oui et non. Alors, ou au concernant l'armée ukrainienne, repartir le sentiment. Ce pays tient comment depuis 3 ans? Il tient bien sûr en raison du soutien occidental, mais il tient aussi la fierté, l'identité nationale, la volonté de ne pas devenir russe de force, redevenir russe, c'est-à-dire en gros redevenir soviétique. Cette fierté, elle est toujours au rendez-vous. Ce qu'on constate, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, c'est que depuis un mois, les combats se sont calmés. Pourquoi précisément? Parce que c'est l'intérêt de Vladimir Poutine d'apparaître comme un interlocuteur pour une paix possible. Donc on peut penser que ça va rester comme ça, puisqu'au fond, Poutine maintenant, c'est lui qui attend. Il attend les offres de paix et il attend que Donald Trump formule ses propositions. On en connaît déjà une, les minerais. Vous savez, cet accord que devait signer Zelensky et qui n'a pas encore été signé. Mais il y aura peut-être d'autres choses. Donc si les Européens veulent exister, il faut à tout prix qu'ils s'interposent. Et donc ça se joue maintenant. Le décryptage de Richard Verly sur cet épisode qualifié, comme on le disait, d'historique. Et c'est sans doute pas fini. On va encore en entendre beaucoup parler ces prochains jours et ces prochaines semaines. Merci beaucoup.